Bonjour à tous, nous poursuivons l'étude des formations de l'UE 2.2 sur le système cardiovasculaire dans les formations d'anatomie et de physiologie des grandes fonctions du corps humain. Donc on va voir le système cardiovasculaire, c'est la quatrième partie de ce chapitre et la dernière dans cette présentation. Donc on va voir dans cette partie-là le grand 3, le système circulatoire et les grandes circulations. On en a déjà parlé, mais on le reprécise. Il existe à l'intérieur de notre corps deux grandes circulations. La circulation dite générale, qui est composée de plein d'organes qui sont alimentés en parallèle les uns à côté des autres, alors que on reconnaît une deuxième circulation appelée circulation pulmonaire ou petite circulation qui, elle, a des organes qui sont alimentés en série les uns à la suite des autres dans notre corps. L'ensemble de ces organes sont alimentés via une série de tuyaux qui constituent le système vasculaire, qui commence par les artères au sortir du cœur, ensuite qui se répandent dans les artérioles, qui se répartissent à l'intérieur des organes au niveau des capillaires, qui vont se jeter dans une série de vénules qui vont récupérer le sang et qui vont l'éjecter dans les veines qui vont permettre de remonter le sang vers le cœur. Le seul endroit où il peut y avoir des échanges entre le sang et les organes, c'est au niveau des capillaires, lorsque les vaisseaux sanguins sont les plus petits et qu'ils permettent des échanges. Le système cardiovasculaire représente une très grande surface à l'intérieur de notre corps, puisqu'on estime qu'il y a 100 000 km de tuyaux à l'intérieur de notre corps. C'est un système qui est en croissance continuelle au gré de l'augmentation de la taille de notre corps. Si l'on grossit, eh bien, les nouveaux territoires vont avoir besoin de capillaires et de vaisseaux sanguins. Eh bien, le système veineux est capable de grandir et de grossir lui aussi au gré de la demande des tissus nouvellement formés. Il y a aussi une notion de proliférance qui s'exerce notamment sur les territoires qui peuvent être cancérigènes. Lorsqu'il y a un territoire qui est cancéreux à l'intérieur de notre corps, il va avoir besoin de plus grandes quantités de sang et ce territoire est souvent plus fortement et plus richement vascularisé parce que les vaisseaux sanguins se seront développés pour alimenter ce territoire qui est en fonctionnement normal. Chacun des vaisseaux sanguins possède trois territoires, trois tuniques qui permettent de constituer l'épaisseur d'un vaisseau sanguin. À l'intérieur, on va trouver l'intima. Dans l'épaisseur, on va trouver la média. Et en périphérie externe, on va trouver l'adventice. Ce sont des fibres qui sont composées de cellules musculaires pour ce qui est de la média qui permet de modifier la contraction des vaisseaux sanguins et ainsi de créer la vasoconstriction ou la vasodilatation. Il y a des tapis cellulaires plus ou moins fenestrés et plus ou moins attenants les unes aux autres en fonction de la demande des différents organes dans l'intima. Et l'ensemble de ces vaisseaux sanguins sont entourés d'une fibre de collagène qui permet de bien tenir ces cellules entre elles et de constituer des tuyaux résistants, notamment à la pression. L'ensemble des capillaires forme ce que l'on appelle un lit de capillaires. Ils sont très petits et sont capables de s'ouvrir et se fermer au gré de la demande de sang, ce qui permet d'alimenter un territoire ou non. On trouve un très petit diamètre qui correspond au passage parfois de un seul globule rouge dans chacun des capillaires présents. Ces capillaires peuvent être réduits en épaisseur par vasoconstriction des veines qui les alimentent et subir aussi des variations d'épaisseur en cas de dépôt de graisse à l'intérieur des veines et des artères. Donc les capillaires, eux, sont tous connectés les uns aux autres et peuvent faire ce qu'on appelle de l'anastomose, c'est-à-dire qu'il y a des branchements qui permettent des recoupements nombreux entre les différents capillaires présents dans l'organisme.
L'ensemble du territoire, des territoires organiques de notre corps contiennent des capillaires. Il y a apport de sang et ainsi d'oxygène via les globules rouges qui ne circulent que parfois un à un à l'intérieur de ces capillaires, sauf certains organes qui ne présentent pas beaucoup de capillaires. C'est le cas des tendons et des ligaments. Et certains territoires n'ont aucun capillaire existant. C'est le cas des cartilages, de certains épithéliums, de la cornée de l'œil et du cristallin, lui aussi présent dans l'œil, qui ne présente pas de vaisseaux sanguins et qui ne sont pas dotés de capillaires. Les globules rouges présents à l'intérieur de ces capillaires se déforment, glissent à l'intérieur de ces capillaires et suivent le flux de sang généré par la circulation sanguine énoncé dans les vidéos précédentes. Les vaisseaux sanguins normalement sont organisés de manière à être déposés en parallèle. Il existe cependant quelques cas particuliers qu'on appelle les systèmes portes qui permettent le transfert de sang d'un organe à un autre de manière très ciblée et très spécifique. D'une manière générale, le système est disposé en parallèle. Comme on le voit ici, le sang qui entre dans le foie ne passera pas dans le rein et il retournera au cœur. Et le sang qui entre dans le rein n'ira que au rein et retournera au cœur avant d'aller dans un autre organe. Or, il existe parfois un système qui permet de faire entrer le sang qui sort d'un organe dans un autre organe. C'est la flèche rose que l'on voit ici. C'est un système porte. On a l'existence d'un tel système porte entre l'hypothalamus et l'hypophyse ici, qui permet le passage de sang de cet organe à tel autre et qui permet un transfert spécifique d'hormones. Il existe aussi un système porte ici entre l'intestin et le foie afin de transporter spécifiquement le sang de cet organe vers le foie qui va stocker le sucre récupéré par l'intestin le plus rapidement possible. Donc il existe plusieurs systèmes portes à l'intérieur de notre corps. Ce n'est pas la majorité. La grande majorité des vaisseaux portent des noms et sont désignés afin de les connaître et afin de pouvoir gérer les anomalies pouvant exister sur ces différents organes. Le système artériel est le premier que l'on va étudier. Il commence dans un premier temps par la crosse aortique, qui est un gros vaisseau sanguin. C'est le plus gros vaisseau sanguin qui porte en son point de départ une petite première dérivation qu'on appelle les artères coronaires. Les artères coronaires que l'on a déjà vues, qui sont basées dès la base de la crosse aortique et qui vont alimenter le cœur très rapidement pour oxygéner cet organe qui reçoit du sang directement de l'artère coronaire. Ensuite, le sang va sortir de la crosse aortique en plusieurs branches orientées vers le haut, que sont l'artère sous-clavière et les artères carotidiennes qui sont présentes qui vont remonter vers le cerveau et qui sont présentes vers un organe gauche, une carotide gauche et une carotide droite. Et il existe une artère sous-clavière gauche et droite qui vont alimenter les bras de l'individu. Le diamètre de la crosse aortique est de 3,2 cm, ce qui en fait le plus gros des vaisseaux sanguins présents à l'intérieur de notre corps. Et le diamètre va progressivement s'estomper le long de cette crosse aortique pour rejoindre les artères présentes vers les zones basses de l'organisme. L'artère à crosse aortique va se transformer en une artère abdominale qui va alimenter les zones basses de notre corps. Donc, on dispose des artères carotides qui remontent vers le haut à partir de la crosse aortique, à gauche et à droite du cou. L'artère sous-clavière sont aussi présentes pour aller alimenter le bras, avec la présence d'une artère qui se transforme en artère brachiale, puis l'artère radiale et l'artère ulnaire descendent le long du bras
et se dirige ensuite vers chacun des doigts par le biais de l'arcade palmaire. L'ensemble de ces artères sont visibles sur le bras lors des prélèvements sanguins. On voit aussi l'artère abdominale qui est là dans la partie basse, qui va se diviser en artère intercostale dans un premier temps, qui va déclencher l'apport de sang vers les parties hautes de la région thoracique. Ensuite, on va trouver le tronc cœliaque qui va aller alimenter le tube digestif, les artères rénales gauche et droite qui vont aller entrer dans le rein pour subir la filtration, les artères mésentériques qui vont se diriger vers le tube digestif et les intestins de la partie abdominale, les artères lombaires pour les muscles et les territoires de type rate et génitaux. On va descendre ensuite les artères aortiques dans un axe de l'artère abdominale. Donc on retrouve ici l'ensemble de ces artères présentes sur le schéma général de la conduction des artères sortant du cœur. Artère rénale. On a l'artère pudendale qui, elle, permet l'alimentation des organes génitaux issus de l'artère iliaque interne. On descend ensuite dans les deux jambes avec l'artère iliaque droite et l'artère iliaque gauche qui peut aussi donner les artères fémorales et se répandre à l'intérieur de la jambe pour aller alimenter ensuite l'artère du tibia, artère tibiale, l'artère fibulaire et l'artère dorsale du pied et l'artère des métatarsiens pour l'ensemble du pied. On note aussi l'artère poplitée qui est une grande artère qui passe au niveau du genou pour alimenter les muscles de la jambe. L'ensemble de ces vaisseaux sanguins vont ensuite ressortir des organes et donner l'anatomie veineuse. Anatomie veineuse qui porte des noms et chacune des veines va récupérer le sang des différents organes. On a les veines iliaques internes et externes qui récupèrent le sang des jambes et qui va remonter vers le cœur en direction des veines caves inférieures. Ces veines iliaques vont recevoir le sang des veines spermatiques, des veines rénales. Elle reçoit aussi le sang des veines intercostales. Il y a dans ce territoire un système sanguin un petit peu particulier appelé veine de l'hémiazygos qui permet de récupérer le sang des zones thoraciques. Les caves vont se diriger vers le cœur dans la partie basse. Dans la partie haute, on a les veines qui remontent des bras, les veines sous-clavières qui récupèrent le sang. Les veines présentes à l'intérieur du cerveau et de la gorge et de la face vont récupérer le sang via les veines jugulaires et les veines céphaliques. Et la veine cave supérieure va récupérer le sang des grands acygos pour les parties hautes. Donc on voit que ici, les veines se répandent dans un système veineux complexe qui récupère le sang et les envoie dans deux veines, veine cave inférieure qui se dirige dans l'oreillette droite et la veine cave supérieure qui, elle aussi, se branche sur l'oreillette droite. Les zones qui sont ponctionnables pour récupérer du sang sont appelées des veines. On distingue une série d'ensembles de veines qui peuvent être ponctionnées pour récupérer du sang dans votre fonction d'infirmière qui aura la capacité de récupérer des prélèvements sanguins afin d'étudier la physiologie du sang des individus qui doivent subir telle ou telle opération pour le fonctionnement et l'analyse du corps de l'individu.
Il existe une maladie particulière que vous rencontrerez certainement, qui est la trypanophobie. C'est anecdotique mais amusant de le connaître, qui constitue une phobie des prélèvements sanguins, donc des aiguilles et des prélèvements de sang. Donc vous aurez certainement peut-être à rencontrer des gens qui souffrent de cette peur de prélèvement sanguin qu'on appelle la trypanophobie. Ensuite, un autre système de circulation qu'on appelle le système lymphatique, qui est un système qui se surajoute à la circulation sanguine et qui permet la circulation à l'intérieur de notre. Donc la lymphe est un liquide blanchâtre qui circule entre les cellules et qui récupère des fluides intercellulaires et qui les rebranche et les réinjecte à l'intérieur de la circulation sanguine. Cette lymphe peut être visible lorsque l'on s'écorche superficiellement au niveau de la peau, voire ainsi des liquides non rougeâtres qui ne possèdent pas de globules rouges et qui sortent lors des éraflures présentes au niveau de l'épithélium. C'est un filtrat du plasma sanguin qui circule via des contractions musculaires et c'est ce qu'on appelle la lymphe interstitielle. Elle peut être canalisée et rejoindre le système veineux au niveau des grosses veines et notamment des veines caves inférieures et supérieures. Cette lymphe possède des points de convergence qu'on appelle les nœuds lymphatiques et ces nœuds lymphatiques sont aussi des lieux de canalisation des cellules nécessaires à la défense immunitaire que sont les globules blancs. Le réseau lymphatique récupère aussi beaucoup de systèmes le système chylifère présent au niveau de l'intestin grêle qui récupère les graisses et qui sont un élément nutritif de notre organisme pour transporter les graisses à l'intérieur de notre corps. Donc l'ensemble de ce réseau lymphatique se répand dans tout notre corps et est là, peu visible et peu connu, mais il permet de transférer des fluides et notamment les globules blancs qui sont en stock dans les ganglions lymphatiques qui permet d'attendre en position de globules blancs mémoire en cas d'infection suite à une atteinte répétée face à des micro-organismes qui agressent l'organisme à plusieurs reprises.